besoin de se donner un récit de l'avenir qui nous donne de l'espoir. Parce que devant toute cette espèce de tonne de briques-là qui nous tombent dessus, qui s'appelle changement climatique, effondrement, tout ça, on a quand même besoin de se donner des moyens d'agir, puis des moyens d'agir vers une destination qui est inspirante. Et donc, on s'est dit, on va aller se promener au Québec, voir, y a-t-il du monde au Québec qui font des choses en ce moment qui sont inspirantes? Et là, on a commencé à se promener, on est allé se promener un peu partout. Puis là, on a fait, wow, OK, là, je suis d'accord avec ce que Dominique disait tantôt. Et il se passe quelque chose depuis quelques années, mais cette histoire-là, elle n'est pas nécessairement racontée. Fait qu'on a, nous, on a cueilli des histoires, puis on a mis des post-it partout dans mon bureau. Puis à un moment donné, on a dit, OK, on va en sélectionner, puis il y en a peut-être quoi, une quarantaine dans le livre. Puis on va vous donner un petit peu un aperçu de ça aujourd'hui. Puis là, je vais. T'as le micro, oui? Oui, oui, ça marche. À toi. Un, deux, trois. Montre-le. Est-ce que ça marche? Eh? Ah, ouais. Donc, c'est parti comme Karel dit de cette expérience quasi mystique. Et ça a été pour nous tous de regarder les films demain et de se sentir à un moment où on sentait le désespoir très fort sur nous, une injection d'optimisme. Mais pourtant, le livre ne nie pas l'effondrement devant lequel nous sommes. Et j'ai ajouté avec Karel cette photo à la présentation pour nous donner un peu la perspective de là où on est. Un enfant qui est né aujourd'hui va vivre toute sa vie avec les conséquences de nos erreurs et des gestes que nous posons aujourd'hui aussi. Donc, ce n'est plus placé dans l'avenir. Notre génération, les gens qui sont en train de naître aujourd'hui dans nos hôpitaux, dans nos maisons, sont la génération des changements climatiques pour tout le reste de sa vie. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on est parti à la recherche de solutions. On a dit on a une obligation qui est intergénérationnelle, mais qui n'est plus hypothétique, elle est réelle, elle se passe maintenant. Oui, ça va aller mieux. Ouais. C'est un peu chaotique. All right. All right. C'est bon. Micro avec fil, je suis capable. Euh, alors, on est entré, comme vous le savez maintenant, dans une nouvelle ère qu'on appelle l'Anthropocène. Si vous voulez, on va faire comme un petit... On va aller plonger dans des choses que vous connaissez déjà, mais quand même un exercice d'humilité pour notre espèce, l'humanité. Notre espèce est apparue il y a à peu près 150 000 ans. Et on a été chasseurs-cueilleurs nomades pendant, grosso modo, 130-135 000 ans. Et le moment où on a inventé l'agriculture, la révolution néolithique, c'est le moment où le climat de la planète s'est réchauffé d'à peu près 1 à 2 degrés. C'est quoi le réchauffement? Non, mais quand on est passé au néolithique, c'est quand les glaciers se sont retirés, on ne parle pas d'un réchauffement de 10 degrés de la planète. Là. On parle d'un réchauffement de quelques degrés qui a permis à notre espèce d'avoir un climat suffisamment stable pour s'installer puis inventer l'agriculture. Puis quand on a inventé l'agriculture, il est venu quoi après? L'écriture, la civilisation, les arts, tout le reste est venu. Ça commence par la fonte des glaciers. Ici, dans la vallée du Saint-Laurent, je me suis fait reprendre, là, c'est 14 à 18 000 ans d'occupation du territoire par les Autochtones. Pourquoi? Parce que les glaciers ont fondu à ce moment-là. Donc, le climat qui change, c'est un... Puis le changement d'air géologique, pour notre espèce, it's a big deal. Et là, on est en train de transformer, encore une fois, d'entrer dans une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène. Pour une espèce comme la nôtre, ça signifie des changements majeurs à tout ce qu'on connaît, comment on a construit nos civilisations. Nos civilisations sont très, très complexes, puis ils sont basées sur un climat stable. Toute notre vie est compliquée, mais le climat, lui, est relativement simple depuis relativement longtemps. Et donc on est entré dans cette époque-là, et qu'est-ce qui a fait qu'on est entré dans l'Anthropocène? Ben, c'est la découverte des énergies fossiles. Hein? C'est la découverte du pétrole, charbon et gaz qui a permis le grand changement. Par exemple, notre population, vous regardez où on est rendu, je vais passer rapidement, mais on était, avant l'ère industrielle, on était 500 millions d'êtres humains, et là, on est rendu à au-delà de 7 milliards. Puis, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans l'espace d'une seule vie humaine, on a multiplié la population mondiale par 3. Et David Suzuki m'a dit à plusieurs reprises que l'être humain est l'espèce de mammifère la plus nombreuse sur Terre. Il y a plus d'êtres humains que de souris. Puis là, je fais comme, t'es sûr, on recommence, là. Raconte-moi ça. Puis, mais c'est prouvé et on a réussi à inverser une loi de la nature. Normalement, plus un animal est gros, moins il y en a. Il y a moins d'éléphants qu'il y a de fourmis. Et nous, on est un assez gros mammifère
Pas si gros que ça, mais en tout cas, je n'insulte personne. Mais on est rendu très, très nombreux et on continue d'augmenter. Le problème n'est pas uniquement la population. Le problème, c'est la population multipliée par la consommation. Un Québécois aujourd'hui consomme quoi? 2 à 3 fois plus qu'un Québécois il y a 25 ou 30 ans. Notre richesse par habitant, elle a doublé depuis 20 ans. Vous allez me dire, ça paraît pas, tout le monde est plus endetté qu'il l'était. Pourquoi? On consomme plus. Donc, le poids d'une personne aujourd'hui, c'est pas le poids d'une personne il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et donc, on a un double problème de population et de consommation. On est entré dans la 6e grande extinction massive de l'histoire de la planète, la dernière avant celle-ci étant quand les dinosaures sont disparus. Et les dinosaures sont disparus parce qu'il y a un météorite qui est tombé sur Terre et que ça a changé les conditions du climat, puis ils n'ont pas eu suffisamment de nourriture. Et donc, les mammifères ont pris possession de la planète il y a 65 millions d'années. J'ai parlé aux scientifiques sur la Commission géologique mondiale quand on a commencé le livre. J'ai fait un cold call complet. J'ai appelé en Angleterre un monsieur qui dirige ça. C'est lui qui est responsable de nommer est-ce qu'on est oui ou non dans une nouvelle époque géologique. Et là, j'essayais de savoir qu'est-ce que ça vous fait parce qu'ils ont dit oui, on est en train de prouver qu'on est dans une nouvelle époque géologique. Qu'est-ce que ça vous fait? Puis les scientifiques, souvent, ne veulent pas vraiment nous dire que ça leur fait. Hein? Je ne sais pas si c'est psychologique ou c'est juste qu'ils veulent rester dans. Mais fait que je l'ai cuisiné, puis à la fin, il me dit on est comme 50 ans après que la météorite soit tombée sur les dinosaures. On sait qu'il n'y a plus rien qui est pareil. Puis on ne sait pas encore que les mammifères vont reprendre la planète. Je lui dis qu'est-ce que ça vous fait? Il dit je ne sais pas ce que ça me fait, mais j'aimerais ça que ça change moins vite. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que ça change très, très vite. La bonne nouvelle, c'est que c'est notre faute à nous. C'est pas un météorite qui tombe sur Terre. Donc, techniquement, on a dans nos mains la capacité de changer. Puis, la variable la plus inconnue dans tous les modèles que tu nous as présentés, c'est nos gestes, nos actions. Je poursuis juste sur le climat. Puis là, on a eu une présentation sur le climat, mais grosso modo, vous voyez les variabilités de la température sur Terre puis des concentrations de CO2 depuis, ça c'est 800 000 ans. Voici où on était en 2013. Hop, c'est pas ça que je voulais faire pantoute. Ah, il manque une diapo. Ah, Diego. Mais c'est ça quand on travaille à deux sur une même diapo. Bref, ça continue, ça monte, vous comprenez le principe. Mais moi, je ne suis pas un climatologue. Mais quand on est entre ici puis ici, la différence, c'est 2 km de glace par-dessus nos têtes. Donc, quand on passe d'ici à là, là, je me dis, OK, ça annonce pas des bonnes choses. Et c'est pour ça que c'est urgent d'agir. Et c'est pour ça, je pense qu'on est ici. Et le premier chapitre du livre s'intitule Apocalypse Sinon, puis je vais passer la parole à Diego. Mais je pense que les constats que Karel vient de faire de l'effondrement est assez convaincant. On pourrait en faire plusieurs. Les données s'accumulent à l'infini, en fait. Mais nous, on a fait une espèce de refus global du pessimisme. Dans les livres, on a dit, OK, on prend acte, il y a un constat d'échec pour plusieurs choses, mais on va faire aussi un constat de succès des gens qui se sont engagés dans la transition écologique. Donc, le livre est un peu un acte de rébellion contre le pessimisme, si vous voulez. Le titre de travail, c'était « Fuck l'Anthropocène ». Donc, on est allé, comme disait Karel, parcourir un peu partout le territoire. À un moment, on s'est retrouvé les nombres exacts d'histoires qu'on avait accumulées dans des post-it, d'histoires qu'on voulait explorer ou qu'on avait commencé à explorer, c'était 125. On a mis ça dans un entonnoir. On aurait pu écrire une encyclopédie de la créativité au Québec, une encyclopédie de l'espoir au Québec, une encyclopédie de la capacité qu'on a à s'unir, à mettre l'épaule à la roue ensemble, et de la génialité même. Mais à un moment, il fallait écrire un livre. Donc l'éditeur, il voulait 30 histoires. Donc on a passé ça dans l'entonnoir et on a fini avec 30 histoires qu'on va vous montrer brièvement aujourd'hui. Qu'on a eu beaucoup d'émissaires à regrouper dans des catégories. Vous savez, quand il faut parler, est-ce que c'est juste de l'agriculture, est-ce que c'est de l'alimentation, est-ce que c'est de l'énergie, est-ce que c'est du transport? Parfois, ça rentre dans 2-3 catégories. Parfois, il fallait jongler avec les catégories. Ce n'est pas grave, c'est ce qui ressort, c'est la capacité à s'unir et à créer des solutions ensemble. Donc, on va les voir. OK, je vais faire ce bout-là. Ce qu'on a découvert, puis qu'une chose qui est importante, c'est quand on pose des gestes. En fait, puis ceux qui ont vu la Terre vue du cœur avec Hubert Reeves, vous avez entendu Hubert Reeves dire on est dans une course épique en ce moment entre l'effondrement
hein, puis la transition, ou en fait des forces de destruction, puis des forces de reconstruction. Puis on ne connaît pas l'issue de cette course-là, mais on fait comme si on allait gagner. J'ai trouvé ça très élégant comme formule. Euh, et donc, on a besoin de faire la transition, mais on a besoin en même temps de bâtir notre résilience. Puis la résilience, c'est pas juste d'avoir des plus gros tuyaux pour ramasser l'eau de pluie. La résilience, c'est aussi la capacité d'une société de se réunir comme ça et de dire qu'est-ce qu'on fait quand arrive une catastrophe, parce qu'il va y arriver des chocs écologiques qui vont provoquer des chocs sociaux, des chocs économiques, sociaux, politiques, à répétition. Donc, il faut être capable de s'organiser. Et la bonne nouvelle, c'est que les mêmes gestes qu'on pose de se réunir pour déterminer quelle transition on veut faire, c'est des gestes aussi qui nous permettent de bâtir notre résilience comme société. Donc, c'est une situation qu'on appelle une solution sans regret. C'est-à-dire que même si on ne fait pas la transition suffisamment vite, le travail qu'on met dans la transition va nous aider à devenir plus résilients puis à traverser ce siècle-là. Mais justement, une anecdote là-dessus. Il y a 2 semaines, on présentait les livres à l'Écosphère. En fait, ça fait 3 semaines à l'Écosphère de Magog. Puis on a eu l'opportunité de parler avec Hubert Reeves par vidéoconférence. Non, il était à Paris. Et une personne dans le public a demandé, mais si on arrêtait tout de suite de polluer toute émission de dioxyde de carbone, là j'ai peur de dire ça devant vous, non, je vais vous confronter à la réponse d'Hubert Reeves, c'est combien de temps on devrait attendre jusqu'à ce que les effets de l'activité humaine disparaissent et que le climat soit comme avant la révolution industrielle. Puis Hubert Reeves a soupiré la main et dit, mais peut-être 10 000 ans, je dirais. Puis là, la salle était découragée. Mais Hubert Reeves a vu ça par vidéoconférence. Il dit, non, mais attendez, dans ces 10 000 ans, on peut faire beaucoup de choses. On peut se résigner ou on peut se mettre ensemble et améliorer nos conditions de vie, le temps de passer à travers les problèmes qu'on a créés. Donc, on parle aussi dans cette résilience, dans cet effort de confronter l'adversité, il peut avoir du bonheur aussi à se battre et à trouver des solutions ensemble. Ce n'est pas tout noir. Et on est parti de deux phrases qu'on a mis au début du livre. Puis cette phrase-là, j'aime beaucoup. On ne peut pas résoudre les problèmes avec le mode de pensée qui les ont créés. Donc, ça nous demande... Puis la plupart des histoires dans notre livre sont des histoires de gens qui ont dit, ben voyons, ça ne devrait pas fonctionner comme ça devrait fonctionner autrement. Et habituellement, la première réponse qu'ils ont, c'est comme, ben non, voyons, c'est comme ça qu'on fait les choses, puis ça ne changera pas. Et vous allez voir, il y a des histoires abracadabrantes, des trucs comme qui tombent sous le sens, mais qui finalement qui sont très difficiles à réaliser parce que notre société, elle a créé des structures, puis on aime ça rentrer les choses dans des cases, puis les gens qui sortent des cases, ils se font souvent tasser. Donc, on ne peut pas résoudre les problèmes avec les modes de pensée qui les ont créés. On va prendre un exemple, si vous voulez. Alors, ça, c'est le vendredi noir, le vendredi avant Thanksgiving, Black Friday, Los Angeles, en novembre 2016. Ouais. OK. Alors, à main levée ici, là, qui pense encore qu'on peut régler le problème de la congestion en ajoutant plus de routes? C'est absurde, OK, mais quand même, spontanément, on se dirait, ben oui, mais il y a plus d'autos, on fait plus de routes, oui, mais... Et l'idée comme quoi les routes induisent plus de trafic, c'est une idée qui est difficile à comprendre pour les gens. Parlez-en au premier ministre. Mais le troisième lien à Québec, c'est ça. Parce qu'ils veulent l'envoyer où, le troisième lien? Dans un champ où il n'y a personne qui est là, tu sais, donc évidemment, qui va... Donc, il faut penser la mobilité différemment. Comment on pense la mobilité différemment? Ben, on y va, par exemple, avec... Ici, c'est 200 personnes dans 177 autos, ou 100 autos, ou ici, sur des vélos. On voit que ça n'occupe pas le même espace, on voit que ça ne crée pas la même ville dans des autobus, ou sur un train léger. Bref, vous comprenez le principe. Il faut penser différemment, en termes, pas de voitures qui passent sur une route, mais en termes de personnes qui se déplacent. Alors, il y a une personne qui a pensé à ça, qui s'appelle Marc-Antoine Ducas, qui a fondé une compagnie qui s'appelle Netlift. Lui, il était dans les technologies de l'information. Puis, vous savez, quand on s'envoie un fichier par courriel, qu'est-ce qu'on fait? On le compresse, on l'envoie, puis la personne qui le reçoit décompresse le fichier. Lui, il regardait le pont Champlain le matin, puis une personne par auto. Ça n'a pas de bon sens. Il faut compresser les gens dans des autos, puis les décompresser rendus à Montréal. Combien qu'il y a de sièges vides au Québec à chaque jour? Merci beaucoup. 20, qui le savait? Ah, cool. 25 millions de sièges vides à tous les jours au Québec. 25 millions. Donc, on peut-tu remplir des sièges au lieu de faire des ponts? Ça, c'est une idée. Là, ça ne marche pas, le covoiturage. Ça ne marchera jamais.
Et là, il ne réussit pas à partir son projet parce qu'au Québec, c'est interdit de rémunérer quelqu'un pour du covoiturage parce que ça s'appelle du taxi. Fait que tu n'as pas le droit de le faire. Mais moi, si je ne suis pas rémunéré, c'est pas vrai que le matin, je vais me badrer d'embarquer du monde avec moi. Il faut qu'il y ait une façon qu'il y ait un gain pour le conducteur, puis un gain pour le passager, puis quelque chose qui se passe. Donc, on est en train de créer des nouveaux modèles pour permettre de mettre ça en place. Il y a une autre compagnie qui s'appelle, mon Dieu, c'est qui? Eux autres, c'est Transit App. Si tu pars à Montréal, je prends les exemples de Montréal dans le transport parce que c'est plus complexe là-bas, mais tu veux prendre l'autobus puis tu veux te rendre dans une autre ville, là, il faut que tu ailles voir le site web de la compagnie de la STM. Après ça, tu vas voir le site web de Laval. Puis là, il faut que tu dises, OK, je vais prendre cet autobus-là, ça va m'amener là. Pourquoi il n'y a pas juste une place avec tous les trajets? Bon, encore là, il y a quelqu'un qui a commencé à travailler là-dessus. Ils vendent ça dans 100 villes dans le monde. Mexico, Paris, tout ça. Et bientôt, ce qui va être possible de faire, c'est de payer avec une seule application tous les titres de transport. À Montréal, il y en a 135 titres de transport dans une région quand même pas si grande. Fait que, tu sais, t'imagines-tu le portefeuille que tu as dans tes poches si tu as besoin de prendre les 135 cartes différentes? Alors, on s'en va vers ça qui va simplifier la façon de planifier les déplacements, tout ça. Il y a plein de solutions comme ça qui peuvent être mises en place. Je pense sont intéressantes. Vous connaissez tous Théo Taxi, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais l'intérêt de Taxi Théo, c'est pas tellement que c'est des taxis électriques, c'est que les coûts d'opération d'un taxi électrique, c'est 70% moins qu'un taxi à essence. Et donc, c'est plus cher à l'achat, mais dès qu'on passe vers le taxi électrique, on est capable d'opérer à moindre coût, ce qui a permis de rendre les chauffeurs de taxi des salariés plutôt qu'être des travailleurs autonomes comme dans l'industrie médiévale et archaïque du taxi. Non, mais c'est vrai, c'est des travailleurs autonomes qui souvent ne possèdent pas leur auto, ne possèdent pas leur permis, travaillent 7 jours sur 7, n'ont pas de vacances, pas de conditions de travail. Alors, l'idée comme quoi, des fois, une innovation technologique devrait amener aussi des innovations de modèles d'affaires qui permettent d'avoir une transition écologique qui est juste aussi, qui donne des vrais emplois aux gens. Puis je laisse Diego raconter cette histoire-là parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais cette histoire est en lien avec ce que Karel disait au départ, de la difficulté parfois. On a une idée qui est innovante, mais on n'arrive pas à sortir du cadre réglementaire. Il y a des contraintes autour de nous. Les systèmes ne bougent pas aussi vite qu'on voudrait qu'ils bougent pour que nos idées puissent être mises en pratique. Donc c'est l'exemple des créateurs des autobus électriques à Saint-Jérôme, en banlieue de Montréal. Lui, il voulait que ces autobus, sont électriques, font moins de bruit évidemment, vous connaissez les voitures électriques, mais il voulait aussi que visuellement ça soit différent. Donc il voulait peindre les pare-chocs en bleu. Normalement en Amérique du Nord, depuis plusieurs décennies, un autobus scolaire il est jaune avec des pare-chocs noirs. Mais il est arrivé que quand il devait livrer son tout premier autobus, et qu'il est allé faire l'homologation, la dernière vérification technique, le ministère des Transports du Québec lui a dit « Mais vous ne pouvez pas, parce qu'ici, dans la description de ce qui est un autobus électrique, il dit que les pare-chocs doivent être noirs. » Il dit « Mais moi, j'ai déjà peinturé mes pare-chocs en bleu, puis je vais livrer demain matin. » Puis le ministère des Transports a dit « Mais on va devoir vous dénoncer à la police va aller vous rechercher. Vous ne pouvez pas, c'est contre la loi, et vous le savez. Donc vous êtes en train de violer la loi ciment. » Il a dit, je vais le faire quand même, envoyer la police. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La police n'est jamais arrivée. Le lendemain, le ministre a changé la réglementation et maintenant, ce n'est plus spécifié dans la réglementation du Québec de quelle couleur doit être un pare-choc d'autobus. Ils sont bleus, sont électriques, c'est la marque. Et c'est une très belle histoire parce que ça pousse la réglementation plus loin et ça montre que quand on a une idée, on ne doit pas attendre que l'éléphant de l'État bouge et vienne nous donner la permission, oui, vous pouvez aller. Parfois, il faut courir vite, puis c'est à l'État, c'est aux fonctionnaires de suivre ces gens-là qui sont plus créatifs. Et il reste encore une situation absurde parce que les opérateurs de parcs d'autobus scolaires, ils ont de la difficulté parce que ces autobus-là coûtent plus cher, donc il faut les acheter à l'achat, au moment d'acheter, ça va coûter plus cher, mais vous allez récupérer sur 10 ou 15 ans, mais ils n'ont pas nécessairement l'argent pour payer plus cher. Mais le problème en plus, c'est que le gouvernement du Québec subventionne le diesel. Fait que quand ils achètent un autobus électrique, non seulement ils ne sont pas subventionnés pour acheter l'autobus électrique, mais ils perdent la subvention pour le diesel. Fait que ça aussi, il faut le faire changer. Fait que vous voyez à quel point les règles qu'on se donne à un moment donné, qui peut-être étaient intelligentes en 1978, aujourd'hui, ne marchent plus. Puis il y en a comme des centaines de milliers de règles comme ça à changer. Je veux faire un petit exercice avec vous.
L'exercice de l'éprouvette. Je mets une éprouvette avec de la nourriture dedans pour nourrir des bactéries pendant 60 minutes. Puis je mets une bactérie à l'intérieur, puis la bactérie, à chaque minute, elle se double, elle est dans une croissance exponentielle. Donc, à minute 1, il y a une bactérie, 2 bactéries, 4, 8, 16, 32, 64, 128, et là, ça part comme ça. Ça double à chaque minute. À quel moment est-ce que l'éprouvette est à moitié pleine? Question piège. 59e minute, l'éprouvette est à moitié pleine. 60e minute, ça double, elle est pleine. Vous me suivez? Donc, à la 57e minute, l'éprouvette est à 12,5% pleine. Là, il y a une bactérie qui fait tout le monde, on s'en va vers l'effondrement. Il faut absolument arrêter de surconsommer parce que si on continue comme ça, avec la croissance qu'on a, il nous reste 3 minutes à vivre. Mais non, on est à 12,5%, pas de problème. 58e minute, sont à 25%. Ça va bien. 59e minute, oh, on est à 50%. Tu avais raison. Il y a 2 minutes, on aurait dû t'écouter. Fait que là, ils sont très, très, très bons technologiquement. Ces bactéries-là, ils réussissent à créer 3 autres éprouvettes. Ils se créent 3 autres planètes Terre. Combien de minutes ça leur donne? 2 minutes. 61e minute sont à 2 minutes, sont à 2 éprouvettes, puis 62e minute sont à 4 éprouvettes parce qu'ils ont doublé encore. Donc, la question, est-ce qu'on peut avoir une croissance exponentielle ou une croissance infinie qui augmente tout le temps dans un système fermé? Moi, je vais vous dire, encore là, je ne suis pas mathématicien, mais je ne suis pas scientifique non plus, mais j'y crois pas. L'économie mondiale a été multipliée par 19 depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis les statistiques de la Banque mondiale, les projections de la Banque mondiale, c'est qu'on multiplie encore par 3 d'ici 2050. Y a-t-il quelqu'un ici qui croit qu'on peut multiplier l'économie mondiale par 3 encore? Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va arriver. C'est pas une décision qu'on va prendre, là. Ça se peut pas physiquement. Et là, c'est sûr que si vous allez parler de tout ça autour de vous à Noël, ça se peut que vous ayez l'air un peu ésotérique, mais il faut le dire, il faut en parler. Je pense que les gens sont capables de comprendre le bon sens. Et donc, il faut aller vers... On n'avait pas skippé ça? Non, pas en tout. Une industrie qui tourne en boucle, ou ce qu'on appelle l'économie circulaire, ou des façons d'avoir une croissance zéro. Ben, en passant, le déchet, c'est une invention humaine, hein, parce que dans la nature, ça n'existe pas un déchet. Il n'y a pas quelque chose qui est laissé par terre et qui ne sert pas à une autre espèce ou qui n'est pas décomposé d'une autre façon. Et donc, le problème qu'on a avec le plastique, en ce moment, le plastique, c'est très, très populaire. Pourtant, ça fait longtemps qu'on a du plastique, mais là, on a comme finalement, on a dit ça, c'est un problème. Et il y a des façons, évidemment, on le sait, ça se retrouve dans les océans. J'ai pas besoin de vous faire l'histoire, mais on a des histoires intéressantes dans le plastique au Québec. Ça me fait penser à un tableau de Riopelle, mais c'est pas ça. Ça, c'est le plastique qui ne se recycle pas. Des petites peluches de plastique comme ça, parce que le plastique qui est coloré ne peut pas être recyclé. Donc, c'est une matière qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et il y a un gars, il y a un entrepreneur qui a rencontré un chimiste dans le bout de Terrebonne. Et ça, c'est ce qui nous a montré comment ils font ça. C'est des liquides, c'est un peu comme un alchimiste, c'est spécial. Ils prennent donc ce que vous avez vu, là, le plastique de couleur, ils le mettent dans un bocal, ils mettent un liquide, ils transforment ça, ça ressemble un peu à du tzatziki ou du yogourt. Puis après ça, il l'envoie dans un autre liquide. Et là, ils réussissent à revenir au liquide original qui sert à faire du plastique, qu'on fait à base de pétrole. On n'avait jamais réussi à refaire l'ingénierie inverse qui permettait de revenir à ça. Et là, lui a réussi à le faire sans apport d'énergie, simplement avec des liquides qui sont récupérés essentiellement en circuit fermé parce que ça coûte cher ces liquides-là. Et là, il est rendu à faire sa première usine à l'échelle industrielle qu'il va installer à Montréal-Est, juste en arrière de l'usine de la raffinerie de Suncor. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah yes! On va en fermer une autre. » Mais, vous voyez, on nous dit souvent on va avoir besoin de pétrole encore. Vous l'avez entendu, ça, il y en a dans votre pâte à dents. Vous avez besoin de faire du plastique pour votre brosse à dents. On les a tous entendus, ces niaiseries-là. On va avoir les dents sales si on n'a plus de pétrole. Mais, en fait, même la pétrochimie, bientôt, on va être capable de changer ça et de reprendre les plastiques. Il y a un gars qui nous a dit, quand j'ai fait l'entrevue avec lui, il dit « Moi, là, j'ai le goût d'écrire aux Nations Unies et de dire « Amenez-moi tout le plastique des océans, je suis capable de produire de l'énergie avec. » C'est une autre compagnie qui s'appelle Enerkem qui produit du méthanol ou, enfin bref, qui réussit à prendre le déchet final et en produire de l'énergie avec. Donc, on voit que ces choses-là, la technologie ne va pas tout régler, mais on voit qu'il y a des innovations qui se font là, à des choses qu'on pensait impossibles. Tu veux-tu faire Loop? Oui. Un autre Loop. Il y avait Loop Industries et il y avait Loop les jus. Trompez-vous pas parce qu'il y en a un que vous ne pouvez pas boire. Mais là, c'est devenu très populaire dernièrement. Ils prennent des fruits et légumes qui sont, disons, qui sont pas
beau pour être vendu. Puis ils vont faire des jeux avec ça. Ils ont lancé cette semaine une campagne de publicité très, très agressive et originale qui dit personne n'aime être rejeté. Même pas les fruits et légumes. Donc voilà, ils sont dans une économie où il n'y a pas de déchets. C'est ce qui est les déchets des épiceries. Ça finit là, c'est revaloriser et ça peut être consommé une deuxième fois. Parce qu'on sait que le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose comme 30 ou 40 de la production alimentaire au Canada qui est gaspillé, qui est perdu. Puis ça se perd un peu partout dans la chaîne, mais ça se perd beaucoup dans nos frigos aussi, malheureusement. Et donc, il y a un enjeu là, ça se perd dans les épiceries aussi. Il y a tout un mouvement d'épiceries zéro déchet. Il y a locaux, mais il y en a plein d'autres. Des gens qui ont décidé de partir des épiceries zéro déchet. Ça aussi, c'est une nouvelle mouvance qui est intéressante et qui est en train d'émerger. Et moi, j'aurais pas pensé, en fait, je pense pas qu'il y a 10 ans, on se serait dit, il y a du monde qui vont, il y a comme 10 000 personnes au Québec qui vont faire zéro déchet chez eux. Moi, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à le croire, mais moi, je suis un sceptique dans ces choses-là tout le temps. Il faut dire qu'il y a 70 ans, c'est tout le Québec qui fait ses zéro déchet. Si vous regardez un film comme Mon oncle Antoine, par exemple, qui a une bonne partie qui se passe au magasin général du village, c'est à Thetford Mines, un film de Claude Jutras. Là, tout le monde va au magasin général, puis s'amène les sacs, les bocals, etc., pour remplir des choses. Là, on était zéro déchet. On a arrêté de l'être, on peut le redevenir. Effectivement. Il faut aussi démocratiser notre économie. Il faut changer les modèles économiques dans lesquels on est. Puis d'ailleurs, un de ces modèles économiques-là, c'est d'aller chez Walmart acheter du stock fabriqué en Chine qui brise en un an, puis tu es obligé de racheter l'année d'après. Un autre modèle, c'est la croissance qui est appuyée par les cartes de crédit, parce qu'on sait que les gens sont très endettés aujourd'hui parce qu'on a soutenu la croissance des 15 dernières années sur notre carte de crédit. Donc, il y a mais un des modèles de démocratisation de l'économie, c'est les monnaies locales. C'est toutes les monnaies locales qui sont en train d'émerger un peu partout au Québec. Il y a beaucoup, on a fait un peu de recherche pour voir l'histoire des monnaies locales au Québec. Puis ça vient de loin. On sait qu'il y a plusieurs mouvements qui sont partis en Europe, mais il y a eu beaucoup d'expériences à ce niveau-là, en Gaspé, à Sherbrooke, et maintenant à Montréal, depuis 3 ans, il y a des gens qui travaillent très fort pour créer des monnaies virtuelles, mais qui soient des monnaies locales virtuelles, donc avec une sécurité informatique assez importante. Et on ne sait pas s'ils vont réussir. Il y a plusieurs monnaies locales qui ont été mises je ne veux pas dire sur le marché, mais qui ont été mises en circulation à l'intérieur d'un certain groupe social restreint et qui sont morts. Ça ne veut pas dire que l'idée n'est pas bonne. Ça veut dire que ça avance, qu'il faut l'améliorer, qu'il faut la réessayer. Et ces gens-là qui sont à Montréal en ce moment avec l'ILO Montréal, ils poussent la réflexion plus loin dans les crypto-monnaies et dans la possibilité d'unir des quartiers comme si c'était des cellules. Donc cette histoire-là, même avec des échecs de certains modèles de monnaie locale, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut pousser la réflexion plus loin. Les effets ont été étudiés et sont largement positifs pour la consommation locale et pour créer une économie plus forte au niveau circulaire. Parce qu'à travers la monnaie, c'est des liens qui se tissent entre des gens qui vont consommer dans des commerces locaux. Et donc, il se crée des communautés. Puis un des produits du changement qu'on veut avoir, c'est de sortir les gens de l'isolement puis de les amener à se lier entre elles pour faire des projets comme ça. Parce qu'en ce moment, le mal le plus grave auquel on fait face, c'est l'isolement puis le cynisme. On va y revenir plus tard. Tant qu'on est dans l'isolement, on n'a pas l'impression qu'on a de la prise sur le changement, alors que quand on en sort, on commence à avoir justement plus de prise. Ça, c'est une autre innovation quand même assez intéressante et qui change notre relation avec les cadres bâtis et avec les territoires aussi. Au Québec, on a beaucoup de bois. On parlait tantôt des ressources forestières, en biomasse, etc., de cette région. Ben, il y a beaucoup de bois. Il y a beaucoup de possibilités. Les cadres réglementaires avancent peut-être plus lentement que les idées, mais ça avance. Et à Montréal, par exemple, on a pu construire un des plus beaux stades de soccer entièrement en bois. Ça a été un défi technique. Il y a des poutres qui font plus de 70 mètres. Et il y a plusieurs couches de bois qui sont compressées. Et c'est un défi au niveau de la génie civile. Mais aussi, c'est une histoire qui est incroyable par son emplacement. Le stade de soccer de Montréal, il est implanté sur l'ancienne carrière Miron. Donc, on a creusé, on a fait un trou béant au milieu de l'île de Montréal pendant des décennies.
on sortait de la pierre pour faire l'Hôtel Dieu, par exemple, qui est couvert de la pierre qui vient de la carrière Miron. En fait, c'est drôle, la ville de Montréal, elle est toute coupée avec des rues à un angle droit. Il y a une seule rue qui coupe en diagonale les plateaux. Et cette rue-là est en diagonale, c'était pour parcourir la moindre distance possible avec la pierre qui venait de la carrière Miron pour se rendre au centre-ville. Mais à un moment, oui, c'est la seule diagonale qui est à Montréal, ça vient de là. C'est une question de logistique, d'économie d'énergie. Et à un moment, on a fermé la carrière Miron, je pense que c'était dans les années 80, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec un trou comme ça? Puis ils ont eu l'idée brillante de le remplir de poubelles. Donc on l'a utilisé comme dépotoir. Donc on a commencé à pitcher de la poubelle, c'était une dump énorme. Et à un moment, il n'y avait plus de place, ça puait, puis ça s'est densifié autour, c'était insupportable. Donc on a fermé les dépotoirs. Donc on avait une carrière abandonnée remplie de poubelles. Et heureusement, il y a des gens qui se sont dit, il faut aller récupérer cet espace-là qui est au milieu de notre ville. C'est comme l'intérieur d'un placard dans lequel personne ne va regarder. Et maintenant, c'est en train de devenir un lac avec une forêt urbaine, avec un stade qui est fait sur... Il est littéralement construit sur nos erreurs du XXe siècle. Et ça, c'est vraiment un espace communautaire où on va, comme disait Karel, tisser des liens qui sont porteurs d'avenir. Il y a beaucoup de constructions en bois. On voit ici la bibliothèque des Varennes, par exemple, dans le sud de Montréal. C'est un bâtiment et l'ancienne bibliothèque, elle devait être refaite. Les toits coulés, ça n'allait pas bien. En tout cas, ça coûtait cher en énergie aussi. Ils auraient pu épargner et faire une bibliothèque bien faite, moderne, etc., avec un peu d'efficacité énergétique. Mais là, ils sont misés tout sur un bâtiment net zéro. Donc, un bâtiment qui génère toute son énergie et même plus. Il y a 128 panneaux solaires sur le toit, il y a des puits de géothermie. Les livres travaillent comme des modérateurs de la température. Donc, même l'élément central contribue aussi à la stabilisation de la température à l'intérieur. Et cette bibliothèque génère tellement d'énergie qu'elle est en surplus. Et maintenant, il y a une piscine à côté. Vous savez, Hydro-Québec ne va pas racheter l'électricité. C'est un problème réglementaire, mais Hydro-Québec ne va pas racheter l'électricité qui est générée en surplus par ce bâtiment autonome. Mais il y a une piscine municipale à côté qui prend de l'électricité d'Hydro-Québec pour chauffer l'eau. Mais là, ils vont peut-être arrêter de le faire. Ils vont prendre l'électricité de la bibliothèque. Donc, on commence aussi à briser peut-être l'isolement entre les idées innovantes et entre les bâtiments net zéro. Il peut construire un réseau autonome pour chauffer et la bibliothèque, et les gymnases, et la piscine. On a aussi de plus en plus de toits verts. Là, ici, c'est une épicerie IGA à Ville-Saint-Laurent. Ils se sont dit, on va se faire un toit vert. Hein, ça aide à lutter contre les îlots de chaleur, ça permet d'absorber l'eau de pluie, etc. Mais les autres, ils ont dit, on est une épicerie, pourquoi pas se faire un potager puis vendre nos légumes à l'intérieur? Donc, c'est pas une production industrielle, mais quand même, c'est du local. Il y a les fermes Loufa, peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà. Eux, leur vision, c'est de faire des serres sur les toits de bâtiments industriels dans toutes les villes du monde. Okay? Donc, là, ils sont rendus à 4 ou 5 serres à Montréal, à Laval. Et ils sont venus greffer à ça une épicerie en ligne de produits locaux. Donc, c'est tout dans un rayon de 100 km de Montréal. Autant vous pouvez acheter, il y a du bio, il y a du pas bio, mais du meilleur au général, leur truc à eux, c'est local. Et le fondateur de ça, c'est un gars dont la famille a immigré du Liban il y a une trentaine d'années. Et lui, il se souvenait que les oliviers chez eux, une année sur deux, les oliviers produisaient. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi c'était juste une année sur deux. Puis là, ils partaient avec les olives. Hein? Ah, merci. Tu vois, mon père a raté mon éducation complètement. lui qui est un cultivateur merveilleux. Et donc, il allait une année sur deux faire au pressoir du village, faire presser les olives et tout de suite tremper un pita dedans dans l'huile d'olive pressée depuis 3 minutes. Là. Puis c'était tellement bon, on a voulu reproduire la fraîcheur. Et il dit, nos produits sont tellement frais qu'on est devenus des mauvais cuisiniers. On fait juste prendre nos pousses de laitue, on met un petit peu d'huile, puis de sel, puis that's it, on mange ça. Et l'idée de la fraîcheur, hein, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a dans notre modèle d'alimentation en ce moment.
On a évidemment, puis je vais passer rapidement en rafale là-dessus, plein de projets à petite échelle comme les incroyables comestibles, puis il y en a un peu partout au Québec qui est essentiellement des petits potagers dans des bacs. Et je pense que le produit de ça, c'est pas tellement le légume à la fin qui en ressort. Le produit, c'est la communauté qui se crée autour de ce projet-là, que je trouve vraiment intéressant et le fait que les gens puissent avoir une prise sur un projet à petite échelle. Je te laisse raconter Cultiver l'espoir, qui est un projet absolument magnifique à Montréal. Mais il s'agit de terres publiques à l'ouest de l'île de Montréal. Et il y avait des terres en friche depuis un bon moment. Et il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi on ne peut pas louer ces terres-là à la ville de Montréal, se mettre à produire des légumes biologiques. Ils sont quelques hectares à l'ouest de l'île de Montréal. Les gens qui travaillent là sont des gens qui sont en réinsertion, des gens qui ont eu des problèmes avec la loi, des problèmes de toxicomanie, des problèmes de décrochage scolaire. Ben, en tout cas, il y a une diversité des backgrounds. Mais ils se retrouvent là à apprendre une agriculture qui est vraiment durable, à tisser des liens entre eux. C'est un nouveau point de départ. Ils produisent des légumes biologiques. La coopérative qui gère ça, il va vendre une partie des légumes biologiques. On peut considérer ça local, quand même bio, produit sur l'île de Montréal, à des épiceries, à des chaînes commerciales d'épiceries. Et une autre partie, ça va aller dans les banques alimentaires. Donc c'est un peu fini les temps où on allait dans un sous-sol d'église chercher une boîte où il y avait je sais pas, des raviolis boyards ou des choses comme ça. Là, les gens vont dans les sous-sols de l'église, puis il y a une boîte qui les attend avec des légumes bio. Il y a 10 ans, c'était un luxe. C'était les gens du plateau qui pouvaient se permettre ça pour des questions idéologiques, financières, etc. Là, ça devient même possible dans les banques alimentaires. C'est foncièrement juste. Tout le monde a le droit de manger biologique, tout le monde a le droit d'être en santé. C'est la simplicité de l'idée qui est tellement belle. Il y a des terres, parmi les meilleures terres agricoles qui sont en friche, qui sont inutilisées. Puis à l'autre bout de l'île, il y a des quartiers pauvres qui sont des déserts alimentaires. Puis il y a une personne qui s'est dit, on va prendre les terres, on va produire, puis on va donner. Tous les obstacles qu'on a mis sur son chemin, vous n'avez pas idée. Madame, vous n'êtes pas une agricultrice, on ne peut pas vous subventionner. Madame, ces terres-là appartiennent à la ville de Montréal, le contentieux de la ville refuse de vous les donner. Bon, vous voyez le principe. Au terme du projet, dans 3 ou 4 ans, le projet va être entièrement autofinancé et donc, sans plus aucune subvention, on va produire des légumes bio pour des familles. Et c'est quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Mais ça tombe sous le sens de faire ça. Et puis on se dit pourquoi on ne le fait pas. Tout le système est construit pour nous empêcher de le faire. Et ça prend des gens qui font tomber les barrières. Et les gens qui sont dans notre livre sont des gens qui sont comme celui qui a dit venez m'arrêter tout à l'heure pour les pare-chocs bleus. Sont des, comme on dit en bon québécois, des têtes de cochon assez phénoménales. Et on veut terminer, la dernière partie du livre est importante, ça s'appelle Habiter notre territoire. Puis là, on raconte des histoires vraiment dans des villages, des gens qui se réunissent pour être capables de faire survivre des villages. Le premier de ceux-là, c'est Saint-Camille. Diego va vous raconter l'histoire. Peut-être que vous connaissez Saint-Camille, vous connaissez un peu son histoire. C'est un peu l'histoire du déclin démographique de plusieurs villages au Québec. Donc ça commence par la fermeture du magasin général, ça suit avec la fermeture de la caisse populaire, des familles qui partent, moins d'enfants, fermeture de l'école, fermeture de l'église bien sûr. Donc c'est ça où c'est à ces points-là de l'histoire, à ces croisées de chemins que Saint-Camille s'est trouvé vers la fin des années 80. Et à un moment, il y a des gens qui n'étaient pas si jeunes que ça, qui se sont dit on va sauver notre village. Puis là, ils sont allés chercher beaucoup de ressources. Ils se sont dit par où commence la revitalisation d'un village. Ça commence par les fans. Il faut que les gens aient envie de venir s'amuser ici. Et ils ont acheté un établissement qui se trouve face à l'église, qui était déjà fermé. Il s'appelle Le Petit Bonheur. Ouais. Donc, comme la chanson de Félix Leclerc, hein, c'est un petit bonheur qui se rencontrait dans un fossé, etc. Ben, littéralement, il y a un fossé, il y a un petit bonheur là. Et ils ont récupéré l'église et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il n'y avait pas grand monde qui allait à l'église. Ils se sont dit, on va créer un village, pas seulement revitalisé, on va créer un village qui est déjà dans l'avenir, un village hyper connecté, un village où la technologie est disponible. On va tirer de jeunes professionnels qui veulent se délocaliser parce qu'ils peuvent faire beaucoup de télétravail, mais on va rendre la technologie disponible pour eux. Alors, ils sont allés voir les compagnies qui fournissaient les services d'Internet. Ils se sont dit, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à câbler la région. Ils voulaient mettre Vidéotron dans des rangs. Ils savaient réussir à dézoner quelques terres en arrière qui étaient au bord des sources de la rivière Nicolette.
qui n'avaient pas une grande valeur agricole, mais qui avaient un grand potentiel de développer comme écoquartier. Donc, Vidéotron arrive et dit, ben, s'il n'y a pas des clients déjà sur place, on n'a pas intérêt à planter tous les poteaux, et faire les câblages, ça coûte trop cher. Donc, non, c'est un refus, on ne va pas le faire. Donc, ces gens-là, ils se sont dit, s'ils ne veulent pas le faire, on va le faire nous-mêmes. Donc, ils se sont improvisés à un technicien de Vidéotron. Ils ont planté les poteaux, ils ont mis les câbles, ils l'ont bien fait. Et ils ont commencé à convaincre des gens de s'installer au village. Puis à un moment, il y avait une clientèle là. Ils se sont dit à Vidéotron, est-ce que vous voulez nous rebrancher? Oui, il n'y a pas de problème. Les clientèles là. Ensuite, il y avait l'église qui était vide, qui tombait à lambeaux. Ils voulaient faire un centre de congrès, mais vraiment connecté pour que des gens qui travaillaient à l'université de Sherbrooke ou dans des universités à Montréal ou à Québec puissent s'établir là et organiser par exemple des congrès scientifiques, etc., mais être vraiment connectés en temps réel, mieux que Skype. Donc, ils sont allés voir la SAT à Montréal. Ils se sont dit, est-ce que vous pouvez nous installer un système ultra performant de vidéoconférence avec plusieurs options techniques? Et la SAT l'a fait. Donc, dans cette église-là que vous voyez là, ben, on ne célèbre plus la messe, mais il y a des messes de connaissances parce qu'il y a beaucoup de professeurs et de chercheurs qui habitent dans les nouveaux quartiers, qui peuvent tenir des réunions avec des collègues à l'international parce que la SAT et parce que leur créativité leur a permis de se connecter de cette façon-là. Donc, quand je regarde là, la carte que Carole montrait tantôt avec les compagnies gazières qui ont acheté des terrains ici à Lotbinière, à 10 sous, je ne sais pas, dans les années 70, qu'ils ont claimé le territoire. Moi, je me dis, ces gens-là, ils sont aussi allés claimer le territoire, mais ils ont aussi claimé leur avenir. Ils se sont dit, on a un droit sur notre avenir, on ne va pas nous laisser enlever. Puis voilà que ça marche. Et c'est comme ça qu'ils sont passés de la ferme laitière à Silicon Valley en une génération. Longue Pointe de Mingan. Vous connaissez un peu l'histoire de la Côte-Nord. Hein? La route 138 se rendait pas à Longue Pointe de Mingan, mais est arrivée au début des années 70. Avant que la route arrive, les gens vivaient beaucoup. Ils ont du flétan, ils ont des crevettes, ils ont du crabe, ils ont du caribou, ils ont des viandes sauvages, ils ont vraiment beaucoup de choses. Et les gens avaient des potagers, ils importaient probablement certaines choses comme la farine, des choses comme ça, mais ils étaient relativement autosuffisants. Arrivent les grands projets, arrive la route, les gens commencent à travailler dans les mines, dans les projets de barrage, d'hydroélectricité, tout ça, et tranquillement commencent à importer leur nourriture et tranquillement deviennent totalement dépendants des importations. On est allé en juin, pas cette année, l'année dernière. On arrive là, il y a un dépanneur, puis la section fruits et légumes, là, c'est la table à peu près ici, puis il y a un brocoli emballé, puis c'est tout, ou une laitue iceberg. Donc, c'est devenu un désert alimentaire, comme on en parlait tout à l'heure à Montréal, et c'est une communauté complètement dépendante des importations qui viennent du sud, là, mais là-bas, le sud, c'est cette île, en tout cas. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit on va se créer une coop agroforestière et il a demandé, il a loué le site d'une ancienne carrière de sablière qui appartenait à l'État québécois, qui est sur le chemin de l'ancien aéroport de Longue Pointe de Mingan. Et là, ils se sont mis à cultiver un paquet de trucs. Là, moi, j'ai goûté plus de sortes de radis là, que je suis capable d'en trouver au marché Jean Talon à Montréal. Des laitues, ils font des petits fruits, des berries, comme ils disent là-bas. Ils font plein de choses et c'est vraiment, vraiment fascinant. Ils font des paniers qu'ils vendent dans la communauté. Et évidemment, c'est un gros défi pour eux de faire ça parce qu'il faut le monter de toutes pièces. Mais c'était vraiment fabuleux de voir ça. Et la communauté Innu de Equanichit, qui est juste à côté, ont vu ça puis ont commencé à dire ben ça nous intéresse peut-être parce que nous aussi on aimerait peut-être apprendre à cultiver. Donc ça a rapproché de la communauté autochtone de la communauté blanche. Puis on est allé les voir justement, vous voyez là-dessus, il y a un mélange d'un peu toutes sortes de monde, les grands, les petits. Et c'est vraiment fascinant, c'est une communauté qui renaît à travers la reprise de possession de son alimentation. Et la capacité de produire, puis il faut faire, produire ce qu'ils produisent là-bas dans cette zone climatique-là, c'est assez hallucinant. Et ça tient sur des choses, sur des gens qui sont très, très motivés. Je veux terminer sur l'histoire de Trois-Rivières, qui est vraiment fabuleuse aussi. Vous savez, quand vous traversez Trois-Rivières, l'autoroute est directement dans la ville. Puis quand ils ont passé l'autoroute, je ne sais plus, au début des années 70, ils ont pris les familles pauvres qui étaient là, puis ils ont dit, on va toutes vous relocaliser dans des HLM. OK? Fait qu'ils ont mis un HLM. Le problème, c'est que le HLM, ils ont construit dans un endroit qui était dans une
une rivière qui est sinueuse comme ça, qui fait comme et qui a enclavé une petite zone, puis cette zone-là était inondée au printemps, puis en fait, personne s'était installé là parce que c'était dégueulasse. Et la rivière servait de dépotoir sauvage depuis des décennies, donc sur les rivages, là, c'était vraiment comme les gens vivaient dans un dépotoir. Il y a 6 ou 7 ans, la police allait même plus là. Il y avait ça le quartier du Rochon, puis au fond, c'était un cul-de-sac, puis il y avait des matelas par terre, des seringues, des bouteilles. Vous voyez un peu le portrait là. Très dangereux. Les enfants qui grandissaient là n'avaient pas beaucoup d'avenir. Et là, il est arrivé un immigrant du Colombie ou Venezuela, je me souviens plus. Colombie, tu m'as dit. Colombien, un immigrant colombien qui avait quitté, il organisait des agriculteurs dans la forêt en Colombie, puis il a quitté parce que sa famille avait eu des menaces de mort. Il arrive à Trois-Rivières et il dit, moi, je vais organiser des jeunes, des enfants, les enfants de ce quartier-là, et on va nettoyer les rives de la rivière. Ils ont nettoyé les rives, ils ont sorti 5 tonnes de déchets. Puis après ça, ils ont commencé à faire de l'art à partir de trucs recyclés qu'ils avaient trouvé, des canettes, tout ça. On se ramasse avec ces enfants-là, puis il y a un petit gars qui dit « Hey, c'est la première fois que je manque l'école pour une bonne raison. » Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup touché parce que penser qu'en 6 ou 7 ans, on peut prendre une communauté complètement dévitalisée, laissée pour compte, puis si les autorités puis des gens qui sont convaincus sont capables de se mettre ensemble, sont capables de ressortir ça d'où ça en était. Donc, la deuxième et dernière phrase qu'on utilise dans notre livre de citation, c'est « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus réfléchis et engagés puisse changer le monde. » C'est uniquement comme ça que ça change. Et là, ce qu'on a découvert en faisant ce projet-là, puis je veux vous le dire comme ça, vous n'aurez pas besoin de lire le livre, mais achetez-le quand même, c'est que la magie commence quand on passe de 1 à 2 personnes. On s'est fait dire depuis longtemps, posez des gestes individuels chez vous ou allez signer les grands accords de Paris. Puis les gestes individuels, on a l'impression qu'on reste isolé puis ça n'a pas de portée. Puis les grands accords, on a l'impression qu'on n'a pas d'influence puis qu'on n'a pas non plus de capacité de le faire. Alors que quand on commence à se mettre à plusieurs étant 2 et plus, là, on commence à faire des projets, il y a quelque chose qui commence à essaimer. Et donc, on s'est rendu compte que la transition écologique, elle va se faire rue par rue, quartier par quartier, village par village, ville par ville, région. Ça va partir de la base, mais ça va partir de sortir les gens de l'isolement, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en ce moment, on se bat contre ça, l'espèce d'atomisation de notre société, puis le sentiment qu'on ne peut rien faire. En fait, depuis qu'on a commencé à parler du livre et à rencontrer des gens, puis vous allez voir, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés ou qui existaient, qui ont été revitalisés. On parle souvent, beaucoup dernièrement, des zéro déchet, zéro déchet, zéro déchet. C'est très bien. Nous, on veut commencer à parler du zéro isolement aussi, comme manière de... Et ça, c'est tous les groupes qu'on a accélérer. commencé à recenser, les groupes de transition qui existent partout. Puis là, tu sais, il nous en manque, je ne sais pas combien. Mais regardez, ça, c'est quand j'ai commencé, il y a 3 mois, à faire cette présentation-là. Puis là, on a été obligé d'en ajouter. OK? Demain, la binière. Demain... Mais demain, Verdun, une femme a lu le livre, elle a dit « Hey, moi, je lance demain Verdun. » Puis ils sont rendus 900. OK? Puis ils ont fait des projets, puis, puis ils font leurs trucs, puis c'est super dynamique. Puis c'est de ce dynamisme-là, moi, je pense, c'est ce qui se passe en ce moment qui est différent de ce qu'on voyait il y a 10 ans ou ce qu'on voyait il y a 5 ans au Québec.